Myriam Rico, vous êtes chimiste, experte d'assistance conseil à l'INRS. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que sont les PFAS ? Les substances per- et polyfluoroalkylées, nommées en abrégé PFAS, donc ce sont des substances chimiques qui sont utilisées dans de très nombreux secteurs industriels. Donc ils sont produits, utilisés, voire émis. Et donc la particularité en fait de ces substances chimiques c'est qu'elles ont une chaîne carbonée fluorée plus ou moins longue. Donc ce sont des atomes de carbone sur lesquels on retrouve donc des atomes de fluor. Et la particularité de ces substances chimiques, c'est que cette liaison carbone-fluor, elle compte parmi les liaisons chimiques les plus stables, les plus fortes Et donc c'est la raison pour laquelle ces PFAS se dégradent très peu après utilisation ou rejet. Donc ce sont des substances chimiques qui sont persistantes. Donc on les appelle parfois également les produits chimiques éternels. Donc ces PFAS, elles forment une large famille de composés chimiques. Alors ça dépend les sources, mais ça va de 2000 à 5000, voire 10 000 substances. Donc on parle vraiment d'une grande famille de composés chimiques organiques. Donc parfois on distingue ce qu'on appelle les PFAS à chaîne longue. Donc elles ont des chaînes de carbone qui vont de 7 à 12 atomes de carbone. Et puis les PFAS à chaîne courte. Donc là il y a moins d'atomes de carbone, entre 5 à 7. Et donc parmi ces PFAS, il y en a deux qui ont été particulièrement produits et étudiés. C'est notamment l'acide perfluorooctanique, c'est le PFOA. Et l'acide perfluorooctane sulfonique, le PFOS. Quelles sont les pathologies associées à l'exposition à ces substances ? Ce qu'on a pu voir avec les PFAS globalement quand même, c'était un petit peu comme certains perturbateurs endocriniens, parce que certains sont des PE, donc ils ont des effets néfastes sur les systèmes reproducteurs et hormonaux. Ce qui est un petit peu atypique, c'est qu'ils ont également des effets sur le système immunitaire. Donc ils diminuent la réponse immunitaire à certains vaccins. Ça, c'est un petit peu atypique. On a pu voir une baisse de la fertilité, des faibles poids et tailles de naissance, de l'obésité, retard de puberté, etc. Et puis certains PFAS sont d'ores et déjà classés cancérogènes, notamment de catégorie 2. Et certains sont également classés reprotoxiques de catégorie 1B. Et donc notamment, les cancers qui sont visés, c'est le cancer du testicule et du rein. Et donc certains PFAS sont des perturbateurs endocriniens. Donc les salariés exposés à ces PFAS, les effets peuvent être sur leur descendance également. Quand ces substances ont-elles été découvertes et depuis quand sont-elles utilisées massivement ? Elles ont été découvertes en 1930 par un chercheur au sein de l'entreprise américaine DuPont. Et puis, elles ont été utilisées massivement dans les années et les décennies qui ont suivi parce qu'elles présentent des propriétés très intéressantes, notamment des propriétés anti-adhésives, des propriétés ignifuges, des propriétés de résistance à la chaleur. Donc elles sont mises en œuvre dans différentes applications, notamment les mousses utilisées par les sapeurs-pompiers pour éteindre les incendies, mais également dans les vêtements, techniques du type vêtements Gore-Tex. Elles sont utilisées aussi dans différents cosmétiques et produits de soins, dans les revêtements anti-adhésifs. On entend beaucoup parler du fameux téflon. Le téflon est à base de PFAS, des PFAS, dans les produits de nettoyage, matériaux de construction, les vernis, les encres, les lubrifiants. Donc on voit qu'au regard de leurs propriétés très intéressantes, elles sont utilisées dans de très nombreux secteurs. J'ai pas parlé également de anti-taches, imperméabilisantes, etc. Et le problème avec ces PFAS, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que elles sont c'est des substances qui sont très persistantes et donc elles restent dans l'environnement, elles se diffusent assez aisément. Donc finalement, lorsqu'elles sont produites, fabriquées ou émises, si elles se diffusent dans l'environnement, on peut les retrouver dans les sols, dans les eaux, donc ensuite dans les animaux, puisqu'ils vont manger par exemple l'herbe qui est contaminée. Et donc finalement, c'est une problématique, au-delà de la santé au travail, une problématique santé publique et environnement. Et en quoi concerne-t-elle le secteur professionnel ?
À la base, c'est plutôt une problématique, on va dire, en effet, santé publique et environnement. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect santé au travail. C'est ce que je dis souvent, en fait. C'est que finalement, sans doute, les expositions quand même les plus fortes sont en milieu professionnel, parce que les quantités fabriquées, manipulées sont très importantes. Par ailleurs, les scénarios d'exposition diffèrent entre la santé au travail et la santé publique. Les salariés sont bien souvent exposés par inhalation. En santé publique, nous, en tant que consommateurs, on est exposés plutôt par ingestion, voire contact cutané. Donc les scénarios d'exposition diffèrent. Et puis, je pense qu'en entreprise, le salarié est exposé à des PFAS, mais également à plein d'autres produits chimiques. Et il peut y avoir des synergies entre ces produits chimiques. Donc il peut y avoir de la polyexposition. Comment les salariés peuvent-ils se protéger de l'exposition aux PFAS ? La première étape, c'est le repérage. Ensuite, c'est la substitution de ces PFAS. Donc là, comme il n'y a pas de solution générique, c'est vraiment du cas par cas pour substituer ces PFAS. Et si on ne peut pas les substituer, c'est diminuer l'exposition des salariés au niveau le plus bas possible. Donc ce sont des polluants chimiques, des produits chimiques. Donc on limite les expositions des salariés et donc on met en œuvre des solutions de protection collective et individuelle, ventilation, filtration, en complément équipement de protection individuelle. Un point important également, c'est la formation et l'information des salariés. On l'a vu, ces PFAS peuvent avoir des effets sur la reproduction, la fertilité. Certains sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut vraiment informer les hommes et les femmes en âge de procréer aussi sur ces substances chimiques et assurer un suivi médical également des populations potentiellement exposées. Ce sont donc des produits potentiellement dangereux. Est-ce que leur utilisation est désormais réglementée ? Il y a des réglementations qui sont mises en place, on va dire, fin des années 80, début des années 90. Ces réglementations, elles se poursuivent. Elles visent soit à restreindre ou à interdire l'utilisation de certaines PFAS, soit à assurer une surveillance de ces PFAS dans les eaux et voir quelle est l'imprégnation à la fois des population générale, population salariée. Et donc il y a pas mal de réglementations qui sont mises en place. Et donc notamment dans le cadre de REACH par exemple, il y a plusieurs PFAS qui sont considérées comme des substances extrêmement préoccupantes. Il y a des PFAS qui sont d'ores et déjà interdites de production, d'utilisation. Mais c'est quelques PFAS en fait, notamment dans le cadre du règlement POP qui porte sur les polluants organiques persistants. Et puis il y a des réglementations qui sont plus axées en effet environnement, mais on voit qu'elles ont impacté récemment les entreprises et elles sont venues vers nous parce qu'elles étaient concernées par l'environnement, mais elles se posaient des questions par rapport à la santé au travail. Pour un exemple, en fait, très récemment, en juin 2023, il y a un texte réglementaire qui est sorti qui impose aux entreprises qui sont classées ICPE, ça veut dire installation classée pour l'environnement. Donc elles doivent dorénavant mesurer les PFAS qui sont présents dans leur rejet aqueux. Donc elles doivent mesurer une vingtaine de substances PFAS en fait. Et donc elles doivent déjà identifier ces substances, quels sont les PFAS qui sont produits, utilisés sur leur site, émis, voire traités et rejetés. Et donc il faut qu'elles dressent une liste de ces PFAS et ensuite qu'ils estiment en fait ce qui est relargué dans les milieux aqueux. Et donc ça a interpellé les entreprises et donc elles nous ont beaucoup sollicité suite à ça en s'interrogeant, tiens oui en effet je produis tel et tel PFAS, donc mes salariés sont éventuellement exposés, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place pour les protéger. Donc il faut savoir en fait que sur les PFAS, c'est vrai que la santé au travail, on a quand même assez peu de données. C'est vrai que jusqu'à présent, on a peu investigué le secteur parce qu'il n'y a pas actuellement de méthodes qui permettent d'estimer l'exposition des salariés en entreprise. L'INRS va lancer des travaux sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc en janvier 2024, des travaux débutent sur les PFAS. Et donc ils vont justement identifier quels sont les PFAS, les principales PFAS qui sont mises en œuvre, quels sont les secteurs industriels qui sont concernés en France et quels sont les salariés qui sont exposés, essayer d'identifier un peu les salariés et estimer leur nombre. Et quels sont les scénarios d'exposition d'entreprise. L'objectif, c'est de mettre aussi de développer des méthodes pour justement caractériser les expositions à ces PFAS en fait.